C'est l'heure de la grande édition du journal sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, aujourd'hui, une justice de rétabli pour les producteurs de coton. L'artère vitale pour leur transport routier est désormais aménagée. On revisite dans cette édition les enjeux du bitumage de l'axe Djougou-Peunko-Kéru-Banikwara, une route du coton qui augure d'une amélioration de la production cotonnière au Bénin. Les émerveillements n'en finissent pas à la conciergerie de Paris. La révélation Expo Art Contemporain du Bénin continue de laisser des étoiles dans les yeux des visiteurs. On fait le constat dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, un duo de physiciens reçoit une récompense pour des avancées fondamentales dans l'intelligence artificielle en Suède. À Washington, un pacte de sécurité est signé avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais avant tout ceci, une délégation de la FIFA au cabinet du chef de l'État. Ce mardi matin, la mission conduite par Benoît Dato est allée échanger avec Patrice Talon sur différents projets de développement du football au Bénin. Le directeur régional de la division association membre de la FIFA pour l'Afrique et le ministre des Sports se sont confiés à leur sortie. L'essentiel de leurs propos avec Marcel Arossi, Jean Aubimin et Patrice Ronnier. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très, très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. Et cette visite de la délégation de la FIFA au chef de l'État se tient à l'occasion de la célébration de l'une des filières où le Bénin garde la première place dans la sous-région. L'or blanc est à l'honneur à Cotonou depuis ce lundi avec la Journée mondiale du coton. Depuis plus de 3 ans déjà, le Bénin tient le record de production dans la région ouest africaine. Preuve que l'amélioration de la production cotonnière reste et demeure un enjeu de développement pour le gouvernement. Eh bien, tenez, pour pérenniser les acquis, le projet de bitumage de la route du coton devient une réalité avec l'axe Djougou-Peunko-Kéru-Banikwara qui est aménagé. Quels sont les enjeux de la réalisation de cette route? Réponse avec Ulvaeus Balogo. Leader africain de la production de coton avec plus de 700 000 tonnes produites en 2024, le Bénin fait désormais figure de proue en Afrique avec les nombreux investissements consentis pour faire de la filière coton la locomotive du développement. Et la progression de cette filière depuis 2015 avec l'amélioration des rendements est le fruit d'une organisation cohérente et méthodique. La preuve en est que, pour dynamiser et rendre compétitif le secteur, il a été décidé de l'aménagement de la route cotonnière Djougou-Peunko-Kéru-Banikwara. Une panacée pour remédier à la situation d'enclavement qui handicape fortement le transport et l'évacuation des productions à l'exportation. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kéru est déjà désenclavé. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Cette promesse faite à Kéru en 2016 est traduite aujourd'hui en réalité. C'est une route qui avait été abandonnée.
Aujourd'hui, on voit que les populations en ont vraiment besoin. Comme ça, on peut quitter Kérémou, Banikwara sortir en même temps à Djougou, aller à Cotonou. On n'est plus obligé de passer par Kandi. Vous voyez, ça raccourcit aussi les trajets. Conçu pour relier efficacement les régions productrices de coton aux grands axes commerciaux, la route du coton entend faciliter le transport des récoltes vers les marchés et notamment vers les centres de transformation comme la GDIZ, le fleuron de l'industrie textile du Bénin. Ici, nous avons des unités intégrées du textile. Donc, on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc, ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui fait à peu près 12,7% de la production actuelle de fibres du Bénin. Bien plus qu'une route, cette infrastructure en cours de réalisation représente une promesse de réduction des coûts de transport, de diminution des pertes post-récolte et d'amélioration des revenus pour les producteurs. En marge de la 6e journée mondiale du coton célébrée à Cotonou depuis hier, il est organisé un forum des acteurs du coton, une plateforme qui réunit les institutions financières internationales et les investisseurs privés. L'événement a eu lieu aujourd'hui à Cotonou. Amandine Agnambossou, Igor Ayoso. Le travail qu'on peut faire directement avec les pays du C4+, et le Bénin en fait partie, sur la promotion des investissements internationaux. C'est un rendez-vous d'affaires pour les acteurs de la filière coton, une opportunité offerte aux entrepreneurs du coton africain de discuter de leurs projets avec de potentiels partenaires et investisseurs. Ensemble, nous pouvons transformer localement non seulement plus de 10% de notre production de coton d'ici quelques années, mais aussi diversifier et innover dans la conception de ces produits textiles de qualité internationale. Les opportunités sont immenses, notamment avec l'appui d'initiatives comme le partenariat OMC-FIFA. Au Bénin, nous avons mis en place un cadre propice pour accueillir ces investissements. Grâce à des réformes structurelles et ambitieuses, notre climat des affaires est aujourd'hui plus attractif que jamais. L'Afrique doit se positionner comme producteur majeur, mais aussi comme transformateur émergent. L'adhésion des investisseurs est plus que nécessaire pour atteindre cet idéal. Cette vision est de faire de nos pays un hub de produits textiles, en mettant en place un arsenal industriel moderne et performant pour la transformation locale à l'horizon 2035 de 50% de la production dans nos pays. Cette vision, me semble-t-il, est également la meilleure qui puisse permettre à nos pays de s'ajuster pour capter une part du marché du textile et de l'habillement. Je voudrais donc exhorter l'ensemble des investisseurs privés, des bailleurs et des partenaires techniques et financiers à s'engager en accompagnant les pays du C4+, à travers des financements et des investissements structurants pour le développement de la chaîne de valeur coton, textile, habillement. Le coton est une précieuse source de devises pour les pays producteurs africains. L'or blanc pourrait impacter davantage avec l'industrialisation de la chaîne des valeurs. Les premiers résultats de ce rendez-vous d'affaires sur le coton sont déjà perceptibles. Le coton béninois entre dans une dynamique de durabilité. Bientôt, l'association interprofessionnelle de coton va prospérer tout en protégeant et en restaurant l'environnement. Elle a signé ce mardi 8 octobre un partenariat avec Better Coton, la principale initiative mondiale de durabilité pour le coton. Suivant les précisions du responsable sous-régional de Better Coton et le représentant du secrétariat permanent de l'AIC. C'est l'aboutissement d'un travail important, énorme, qui a été accompli par les acteurs de la filière cotonnière béninoise dans le but de s'engager dans une initiative pour mettre en œuvre un programme Better Cotton au Bénin. L'objectif étant de travailler avec les différents acteurs de la filière pour promouvoir l'adoption de pratiques durables dans la filière cotonnière béninoise. À partir de là, le coton béninois désormais sera exporté en tant que coton béninois certifié BCI. Voilà, donc c'est un saut de durabilité de ce coton-là qui sera reconnu de par le monde comme d'autres cotons de provenance d'ailleurs qui sont également certifiés BCI. Ce que nous venons de faire ce matin, c'est véritablement pour inscrire notre culture cotonnière dans cette dynamique-là, pour que le producteur se
retrouve dans son environnement, conscient de ce qu'il est en train de faire une culture de rente, mais soucieux également de l'équilibre de cet environnement-là. Parce que quand on parle de rentabilité, ce n'est pas que ce qu'on en tire de façon pécuniaire, c'est surtout ce qu'on en tire de façon humaine, dans son bien-être, dans son développement quotidien et dans le développement de sa famille et de sa communauté. Et si le coton béninois a de beaux jours devant lui, quel avenir pour l'agriculture en général au Bénin? Entre mécanisation agricole, aménagement hydro-agricole et subvention des producteurs, le gouvernement réforme le secteur depuis 2016. Eh bien, sur la question des perspectives, après 8 ans d'exécution du PAG, vous allez le voir, le ministre de l'Agriculture reste un fermier national confiant pour l'avenir de l'agriculture de son pays, des assurances qu'il donne au vu de l'évolution du programme d'action du gouvernement dans le volet agricole. Instaurer un nouveau dispositif d'administration du domaine agricole et accompagner les acteurs du monde rural, telle était l'idée. Pour la concrétiser, le gouvernement a fait l'option de la territorialisation du développement agricole avec la création de 7 agences réparties sur l'ensemble du territoire. À côté de cette répartition de rôles sur le terrain, nous avons eu à réfléchir et à choisir les filières porteuses. Pour quitter la politique unijambiste d'exploitation de coton, il faut bien voir les filières à haut potentiel, à haute valeur ajoutée, les filières conventionnelles, les filières spécifiques comme l'élevage, la production de lait, la production d'œufs et de viande. Et pour chacune de ces filières, il a été mis en place un programme national de développement. La nouvelle politique agricole privilégie ainsi donc l'approche chaîne de valeur ajoutée, faisant de la promotion des filières un axe majeur de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. À ceci s'ajoute le programme d'aménagement hydro-agricole. Entre 2016 et 2023, nous avons aménagé 25 440 hectares, soit 4 fois plus. Ceci a permis de maîtriser l'eau et de pouvoir faire une agriculture résiliente. Cette maîtrise de l'eau est surtout en faveur du riz et des cultures maraîchères, partiellement le maïs pour certains qui ont cette ambition-là. C'est dans 67 communes du Bénin que nous avons pu faire ces aménagements-là. La mécanisation agricole, cette méthode efficace pour améliorer la productivité des cultures, est désormais adoptée au Bénin. À travers la Société nationale de mécanisation agricole, le gouvernement accompagne les agriculteurs, mettant à leur disposition des motoculteurs et des tracteurs. Cela déjà a permis d'amener le taux de mécanisation à 15, 16, 17%. Nous irons facilement à 30% parce que pour la campagne en cours, nous sommes en train de commander près de 5000 kits, nouveaux kits, qu'on met à la disposition des producteurs à moitié prix pratiquement pour ce qui est conventionnel et avec une subvention de 30 à 40% sur les équipements optionnels. Toujours dans la logique de faciliter la tâche aux producteurs, afin d'accroître le rendement, il a été mis en place le Fonds national de développement agricole. Ainsi, plusieurs projets sont subventionnés. L'État y a mis 100 milliards de disponibles pour pouvoir aider à aller au financement. Le FNDA ne finance pas, mais le FNDA facilite le financement. Et pour ce faire, le FNDA s'est entouré des banques, environ 8 banques, et d'autres systèmes financiers décentralisés avec lesquels des contrats sont faits. Programme d'action du gouvernement volet agriculture, le bilan s'affiche visiblement reluisant. Des réformes sont toujours en cours pour performer davantage le secteur afin de garantir à chaque Béninois un repas sain et à coût réduit. Et que retenir du programme d'action du gouvernement dans les secteurs de l'élevage et de la pêche au Bénin? Selon le ministre en charge, Gaston Dossory, le gouvernement déploie d'énormes moyens pour améliorer les techniques de pêche et d'élevage, ce qui permet d'avoir déjà des résultats probants. Il en parle d'ailleurs ici, suivons plutôt. Avant 2016, la production halieutique globale nous permettait seulement d'avoir 40 000 tonnes de poissons pour couvrir à peu près 24% de nos besoins. Plus de 150 000 tonnes sont importées. Progressivement, après avoir assaini les plans d'eau, après avoir mis en place de dispositifs pour la pêche maritime, la pêche artisanale maritime et autres,
nous sommes montés déjà à 75 000 tonnes l'an. Parfois, il y a des années, on a 80, 89 000 tonnes l'an. Mais la moyenne, c'est autour de 75 000 tonnes l'an. Nous devons progresser par d'abord l'aquaculture, l'élevage de poissons. Et pour ce faire, l'État a accompagné les acteurs privés pour avoir de la disponibilité en enlevé. Il s'agit d'abord de faire venir des géniteurs, de les conduire dans les exploitations et puis après de mettre les juvéniles à disposition des éleveurs pour qu'ils les grossissent. Et ça, sur cette question, on a encore mis de la subvention pour que les géniteurs arrivent aux gens à un prix soutenable. Il faut alimenter le poisson. L'aliment de poisson ne se produit pas localement, mais avec des technologies, nous avons pu apprendre aux paysans comment on peut combiner avec la matière première locale pour certains poissons comme le poisson-chat, qui ne demande pas nécessairement que l'aliment soit flottant. Dans son dispositif, il arrive à trouver la boue et il se consomme. Mais pour les tilapias, il faut vraiment que l'aliment soit flottant. Des apprentissages, des équipements sont mis en place pour qu'ils en arrivent là. Mais parallèlement, l'État fait des importations d'aliments, de poissons qu'il met à disposition des producteurs à coût subventionné. Depuis 1986, les Nations Unies reconnaissent chaque premier lundi du mois d'octobre comme la journée mondiale de l'habitat. Au Bénin, pour célébrer cette journée, le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a initié plusieurs activités. Tenez, ils ont par exemple procédé à la mise en terre de plusieurs espèces de plants à l'école primaire publique d'Agla Centre, sous les yeux de nos reporters Mathieu Sokenou, Déogracias Menaï. C'est un lundi matin pas comme les autres pour ces apprenants et enseignants de l'école primaire d'Agla Centre. Réunis pour la cérémonie des couleurs, ils sont rejoints par les agents des eaux et forêts et une équipe du ministère du Cadre de vie. Vous remarquez que nous avons des précipitations, des pluies qui tombent en grande quantité en un temps record. Vous savez qu'il fait chaud. Donc c'est dans ce cadre que nous avons choisi votre école pour mettre en place avec vous des plants de toutes sortes. Des plants de manguier, de saules pleureurs et de terminalia sont mis en terre. Cette action vise à allier la jeunesse à la préservation du cadre de vie. L'urbanisation est galopante et la proportion des jeunes par rapport à la population est assez élevée, 50 à 60% dans certains cas. Donc, il faut compter aujourd'hui sur les jeunes pour pouvoir amener les villes à se développer de façon durable. Associer les jeunes pour que tout ce que nous allons faire, toutes les activités à mener dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie puissent être accompagnées par la jeunesse. Selon les Nations Unies, d'ici 2030, 60% des habitants de zones urbaines auront moins de 18 ans. Une raison de plus pour les associer au repeuplement du couvert végétal et à la préservation de l'existant. Place à présent aux échos de l'exposition Art contemporain du Bénin en cours à la Conciergerie de Paris. Je vous le disais en titre, les artistes béninois continuent d'émerveiller par leurs œuvres. Nous vous proposons d'ailleurs de suivre quelques-uns à la Conciergerie de Paris avec Jérôme Hungbo et nos confrères de No Limit Africa. Vous voyez la reine et sa cour, ce ne sont que des personnages. Mais quand on vient ici, ce n'est pas un personnage, ça devient un vaudou qu'on appelle Kouito. En général, les Kouito, ce sont les personnes qui ont vécu dans cette vie, qui sont allées vivre dans l'au-delà, qu'on peut appeler les esprits, et ils viennent danser, ils viennent communiquer avec nous qui sommes encore vivants. Prédit des choses qui se produisent après, bénir les humains. Et ils font tellement de choses que moi, je trouve que c'est encore vivant. Je vous présente Lissa Diakwa. Lissa Diakwa, ce que vous voyez derrière, c'est des bouteilles en plastique. Il y a des bouteilles en plastique vert pour ne pas donner les marques parce que cela ne m'intéresse pas.
vous verrez des dosettes de café, vous verrez aussi des canettes coupées et tout ça. Bon, c'est des matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser quotidiennement, mais moi je vois que ces matériels, c'est des matériaux qui n'ont pas dit encore les derniers mots. C'est une œuvre pour rendre hommage au roi Béhanzin, qui dans l'histoire a fait des luttes vraiment farouches dans le sens de la colonisation. On ne peut pas parler de la colonisation sans parler du roi Béhanzin, ce roi qui a vraiment lutté contre l'invasion. Le roi Béhanzin qui se transformait en requin dans le temps, donc c'est une œuvre dans ce sens. Et là, parlant de la métamorphose, c'est par rapport aux forces de vaudou et tout, donc voilà. Ce sont des tableaux qui traitent de la représentation des femmes noires, du corps féminin noir. Et donc ce sont des tableaux qui racontent des histoires de femmes ordinaires ou extraordinaires qui sont transformées en icônes par le médium de la peinture. C'est un honneur de faire partie de cette expo-là à cause de ce que ça comporte d'historique. L'œuvre que je présente ici s'appelle Wings. C'est un travail sur la résilience. De façon générale, je travaille sur la résilience et l'idée qui m'intéresse, qui sous-tend ce travail, c'est l'idée de la transformation. L'idée de ce qu'on fait des épreuves qu'on traverse en tant qu'être humain et ce que finalement l'épreuve ou le passage à travers ces épreuves peuvent nous apprendre. Ici, il y a une allégorie donc, en tant qu'être humain, du passage de la traversée, je dirais même, de ces épreuves. L'œuvre s'appelle Wings parce que c'est l'histoire d'un envol, c'est l'histoire de la métamorphose. Et je dis souvent, j'ai tendance à dire souvent que c'est un travail sur la résilience. Le matériau même utilisé dans cette œuvre est important, puisqu'on est sur des mèches qui sont couramment utilisées pour faire des coiffures, faites à base de plastique. Ce plastique est transformable à l'infini. C'est un matériau qui se transforme, qui se renouvelle, qui change de forme, d'usage bien souvent. Je suis heureux pour nos artistes qui trouvent enfin une tribune où ils exposent leur talent et qui trouvent vraiment un écho à la hauteur de ce talent-là. Donc vraiment, je suis très satisfait de cette expo. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus ardemment, nuit et jour. Et on a une qualité vraiment qui est aux standards internationaux et ça nous rend très fiers. Place à présent au dossier du jour. Vous sentez-vous très souvent constipé, mal à l'aise dans votre corps sans savoir quoi faire? Eh bien, votre remède pourrait bien se retrouver dans le nettoyage de votre côlon. À Kwaou, dans la commune de Ouida, se pratique l'hydrothérapie du côlon, un traitement qui semble faire des merveilles pour tous les âges, une médication que nous font découvrir Heureuse Danandé et Igor Ayosso, suivant plus tôt. Il y a une canule qui va envoyer l'eau dans le côlon, qui va ramollir les matières fécales, l'eau va ramollir les matières fécales et après ça va sortir par la grande canule pour aller dans la fosse directement. D'accord? De l'eau tiède introduite dans le côlon de Paul à l'aide d'un tuyau appelé sonde rectale placé au niveau du rectum. Le dispositif stimule les mouvements de son intestin et déclenche l'évacuation des selles. On va vous supporter un peu. Si l'envie d'aller à la selle est vraiment forte, d'accord. Seuls les thérapeutes formés exclusivement à la méthode peuvent pratiquer l'hydrothérapie du côlon. Quant au patient, il lui faut un relâchement total pour constater les signes annonciateurs de l'évacuation des selles. La pression, quand on envoie l'eau dans un premier temps, vous sentez l'eau qui est en train de rentrer dans votre dent. Petite sensation de gêne, ballonnement, léger maux de ventre, d'accord, ça. Pour quand l'eau rate et ramollit les matières fécales, il y a cette sensation d'envie d'aller à la selle qui se produit. Seulement que vous ne poussez pas, vous êtes là tranquille. L'eau se charge de faire sortir par la vague. Paul a du mal à se concentrer et se relâcher en présence des caméras. Mais après quelques minutes d'attente et de stimulation du spécialiste, le processus est déclenché et les matières fécales s'évacuent. C'est de l'eau, c'est pas un médicament que l'appareil utilise. C'est de l'eau que l'appareil envoie dans le côlon. L'appareil a à son bout 2 tuyaux.
un tuyau par lequel arrive l'eau simple, l'eau traitée, l'eau potable. Et lorsque ça ramollit les matières fécales, ça les fait décaper. Et les matières passent par le gros tuyau pour sortir. Et vous le voyez sur l'écran, vous voyez les matières sortir sur l'écran. Alors la fréquence, ça dépend de comment vous mangez, comment vous éliminez. Nous avons reçu des enfants de 4 ans qui ont des problèmes de ventre. La radio a révélé qu'il y a un bouchon là, mais aucun médicament n'a pu résoudre. Donc déjà, à 4 ans, on peut faire ça. Sinon, n'importe qui doit pouvoir faire ça. Moi, si depuis plus de 20 ans, je n'ai pas pris de médicaments, soit 11 ans, ce n'est pas beaucoup, je sais, mais c'est parce que dès que je sens un petit bobo, je me fais taper un nettoyage de côlon, et puis paf, je suis à l'aise. L'hydrothérapie du côlon est une technique médicale indiquée lors d'une incontinence fécale ou d'une constipation chronique. Si tout va bien dans le corps, vous mangez un matin, le lendemain matin, vous devez dégager. Un midi, le lendemain midi, vous devez dégager. Entre 18h et 24h, l'organisme est préparé pour ça. Donc, lorsque vous mangez matin, midi, soir, 2, 3 jours, 4 jours, et que vous reconnaissez que ce qui sort n'est pas suffisant, n'est pas proportionnel à ce que vous mangez, posez-vous des questions, mais c'est où? Tout ce qui est noir là, c'est des matières fécales. Jusqu'à réduire le diamètre du tuyau là, jusqu'à déformer le gros intestin. À 72 ans, Paul Yekwenou vit toujours, malgré les prédictions de son chirurgien. Il ne rate pas les séances de nettoyage de son gros intestin et se porte de mieux en mieux. Le jour où on est arrivé, je me suis senti bien. Je me suis senti bien parce que ça m'a soulagé beaucoup. Et la vue aussi, ça corrige. Face à un côlon obstrué, encombré, le lit est facilement fait aux maladies non transmissibles. Merci à Heureuse Dalandé pour cette découverte de l'hydrothérapie. Parlons à présent sport. Avec l'état des Guépards du Bénin à Abidjan, hier, l'équipe nationale de football a entamé sa préparation sur le sol ivoirien en vue de disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 17 joueurs ont pris part à la première séance d'entraînement sur le terrain en présence de Bruno Swali et Ramatou Lawani. Les jours sont comptés avant Bénin-Rwanda. Guernotror et ses hommes le savent bien. Pas besoin d'un groupe au complet. À peine installés à Abidjan, les premiers guépards qui ont répondu à l'appel du sélectionneur national sont déjà d'attaque sous la houlette du technicien allemand qui pose les premiers pas de sa stratégie pour Bénin-Rwanda. D'abord sur le plan physique, de récupérer après leur déplacement. Il y en a qui ont eu de longs déplacements de l'Europe de l'Est, etc. Donc ceux qui avaient joué samedi, c'est toujours aussi un entraînement le surlendemain de match qu'il faut faire attention. Donc sur le plan physique, la récupération, mais aussi la fraîcheur et aussi un travail d'automatisme dans le jeu parce qu'on essaie de retrouver rapidement. Ce n'est pas comme dans un club, on est tous les jours ensemble, on est ensemble de temps en temps, donc vite retrouver dans le jeu les automatismes. Pour cette première séance sur le terrain, 17 des 25 joueurs convoqués sont présents pour lancer la préparation méthodique d'une double confrontation décisive dans la course pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les vraies choses à l'entraînement ont déjà commencé parce que ceux qui étaient là ont bien travaillé. Il y en a qui devaient éliminer un peu le voyage et d'autres qui avaient des matchs avant-hier. Donc c'est toujours le lendemain de match, sur lendemain de match, des moments où il faut faire attention. Mais ils étaient bien en jambes et l'entraînement s'est bien passé. À Abidjan, les guépards sont comme chez eux, dans de meilleures conditions et dans un environnement qui jusque-là leur marche à merveille. Autant rêver que la belle histoire entre les guépards du Bénin et la capitale ivoirienne continue. Les idées claires, c'est toujours qu'il faut les avoir, pas seulement contre le Rwanda. On a essayé de les avoir déjà dans les premiers matchs, dans les derniers matchs. On est à Abidjan, on n'est pas à domicile, mais on se sent bien ici, on se sent presque comme chez nous. Et on est chaque fois bien accueillis dans de bonnes conditions. Comme vous voyez, les terrains sont magnifiques, le stade va être magnifique. Chaque fois qu'on a joué là, c'était 3 fois. On a eu la chance d'avoir été soutenu par
les gens du Bénin, mais pas seulement, mais aussi des Ivoiriens. On compte sur le retour de Momo Tidjani, qui nous avait un peu manqué la dernière fois. Il est de retour, il est le régional de l'étape avec Romaric, et je pense que son clan va venir pour nous soutenir. Le temps de la préparation du match est donné. Le groupe Guépard est prévu pour être au grand complet ce mardi pour une semaine de travail qui s'annonce longue avant l'acte 1 de ce Bénin-Rwanda prévu pour vendredi prochain. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.